Bonsoir mesdames, messieurs. Je me permets de me présenter, je m'appelle Olivier Chopin, je suis le directeur adjoint en charge des programmes académiques du campus de Reims de Sciences Po. Donc nous sommes très heureux au nom de Sciences Po, au nom de Tilman Turpin, son directeur, d'accueillir aujourd'hui cet événement organisé par l'Institut des démocrates européens et le mouvement européen de la Marne. Je vais laisser dans un instant et tout de suite présenter, vous n'êtes pas venu m'écouter moi, monsieur Jean-Marie Beaupuy, ancien député européen, présenter l'événement. Il s'agit d'une table ronde consacrée à la souveraineté nationale et la coopération européenne. Pour Sciences Po, il est évidemment tout à fait naturel et important d'accueillir un événement sur l'Europe, notamment à l'horizon des élections européennes qui se profilent dans quelques semaines. Les questions européennes sont au cœur de nos enseignements et de nos préoccupations. Ici, sur ce campus, sont localisés deux programmes académiques, un qui s'intitule Programme Europe-Amérique du Nord et un autre Europe-Afrique. L'Europe est le point commun, le point de rencontre de nos différents programmes. Et Sciences Po s'inscrit très clairement dans l'idée qu'aujourd'hui, l'horizon de l'action publique, la gouvernance, pour les étudiants qui sont formés à cette action publique ne peut plus être uniquement nationale. Donc évidemment, sur un campus comme celui-ci, l'horizon international tourné vers l'Afrique ou le continent nord-américain est un horizon naturel, mais l'horizon européen est conçu et considéré comme l'horizon fondamental en plus de l'horizon national. C'est en quelque sorte l'action publique de la France dans l'Europe qui est l'horizon premier des politiques publiques, des questions de gouvernance et des questions politiques qui les structurent. Donc nous, voilà, ça fait parfaitement sens d'organiser ce débat ce soir sur en plus une question qui est proprement européenne et qui va sans doute compenser parfois le caractère national d'un certain nombre de débats politiques qui auront lieu lors des campagnes électorales. Donc il est, je crois, très important, au travers d'actions de ce type, de pouvoir recentrer le débat sur des questions proprement européennes et d'emblée européennes. Donc nous en sommes très heureux. Et monsieur le député, je vous laisse la parole pour présenter cet événement. Merci. Merci. Ça marche, celui-là? Oui. Merci beaucoup, monsieur le directeur. Nous remercions M. Tilman Turpin qui nous avait donné son accord et vous-même de votre présence ce soir. Vous avez bien présenté les choses. Nous avons, nous, Champenois, Marnais, Rémois, une très grande fierté d'avoir cette belle institution de Sciences Po à Reims. En plus, en tant que contribuables, nous y sommes pour quelque chose, puisque c'est avec nos impôts que ça a été construit. Mais c'est grâce à eux, les directeurs, professeurs, encadrants, etc., qu'avec leurs 1400 élèves, étudiants, tout à l'heure, vous me disiez, qu'ils peuvent évidemment pas seulement œuvrer pour notre réputation, mais surtout pour eux, leur professionnalisation et leur avenir. Alors, nous avions déjà organisé, peut-être certains s'en souviennent, cette même rencontre sur le même sujet il y a 5 ans. Il a à la fois changé, évidemment, dans certains de ses contenus, mais la problématique reste la même. Je vais vous présenter dans un instant nos 3 intervenants, puisque malheureusement, Virgilio Astori, qui est le président du mouvement européen Italie, a contre son gré, on ne lui a pas demandé son avis, il a été hospitalisé vendredi après-midi, et donc malheureusement il ne peut pas être là, et c'est dommage, nous le regrettons et nous lui souhaitons surtout un prompt rétablissement. Donc avec nos 3 intervenants, on va vous parler de souveraineté et de subsidiarité. Autant le mot souveraineté est utilisé fréquemment et souvent de manière négative, et on va en parler, on est là pour en parler, autant le mot subsidiarité ne vous parle peut-être pas beaucoup, parce que c'est un mot qui est assez barbare, technocratique, etc. Par contre, quand on dit tout simplement en France qui fait quoi, entre le citoyen, l'association, la commune, la région, le département, l'État, l'Europe, qui fait quoi? Voilà, c'est le qui fait quoi. Ben, si on doit avoir une définition du mot subsidiarité, c'est un peu ça. Alors le problème du qui fait quoi, c'est très simple. C'est quand mon voisin a un bel arbre qui pousse bien, mais que les branches viennent chez moi, qui est-ce qui coupe les branches? Bah, c'est un peu ça, parce que le problème, c'est que l'autobus de Fismes, entre Bétheny et Reims, il passe dans la rue et qu'un côté de la rue est de Bétheny et de l'autre côté de la rue est de Fismes. Hein, vous voyez? Alors ces problèmes de qui fait quoi, c'est un problème dont on va parler tout à l'heure. Alors justement, quand je dis on va en parler, je vais vous présenter les intervenants.
Tout de suite à ma gauche, Gérard-François Dumont, qui a été recteur de l'université de Nice, qui a été professeur à la Sorbonne, professeur émérite maintenant à la Sorbonne, géographe, puisqu'il a pris la chaire d'Alfred Sauvy, et éminent spécialiste, certains d'entre vous, vous le voyez à la télévision de temps à autre, n'est-ce pas ? Pas ce soir, il était invité, mais il a préféré venir avec nous. On le remercie vivement, évidemment. À ses côtés, Michael Collins. Vous avez bien compris que Michael Collins ne vient pas de Corse, mais il vient d'un autre pays où, n'est-ce pas, on est très attaché à son passé historique. Il vient d'Irlande, mais ce soir, il nous parlera, si on l'interroge très volontiers, d'Irlande, et il sait en parler. Il en parle avec talent et connaissance et émotion. Mais il est là ce soir au titre du comité des régions, dont il est un des fonctionnaires importants, directeur d'un des services, et pour parler justement de ces questions de subsidiarité telles que c'était demandé par le président Juncker. Et puis à sa gauche encore, on trouve l'un de nos bons amis avec qui je me trouvais l'autre jour en réunion à Bilbao, qui est député du Parlement basque, Luke Uribe Etxebarria. Là, vous voyez aussi, c'est pas un nom de famille très lillois ou très alsacien. On comprend bien qu'il vient d'Alsace et qu'avec lui, il nous apporte non pas les pluies basques, mais une longue expérience évidemment de la civilisation basque, du pays basque, de la langue basque et aujourd'hui de l'organisation basque. Alors, on a fait un exercice cet après-midi qui a été, je crois, pour nous tous passionnant, mais abominable. Abominable parce qu'on a bien, on le savait d'ailleurs avant de commencer ces réunions cet après-midi, que ce sujet de la souveraineté et de la subsidiarité est un sujet extrêmement complexe. On l'avait abordé il y a 5 ans, on l'a réabordé cet après-midi, on n'aura pas fini, on n'aura pas bouclé le sujet, et c'est pas en 1h30 de débat qu'on pourra faire le tour, tellement c'est complexe. Néanmoins, on voudrait, comme l'a dit M. Chopin, à quelques semaines, J-83, comme j'ai écrit dans l'Union ce matin, avant les élections du 26 mai, poser cette question. Poser cette question parce que dans ce domaine, comme dans beaucoup d'autres, hélas, les fake news, c'est quelque chose de plus fréquent que la vérité. Et quand on connaît la vérité, on a un autre regard sur la réalité. Alors le problème et l'enjeu pour nous maintenant, ça va être, avec vous, de pouvoir aborder ce sujet de manière la plus simple possible, sans être simpliste, pour que, dans 1 heure et quelques, on puisse repartir avec une idée la plus précise possible sur ces questions de souveraineté et subsidiarité, tout en ayant fait qu'effleurer le sujet. Alors, je vais donc leur laisser la parole l'un après l'autre. Étant entendu que la règle que l'on s'est fixée d'un commun accord, de manière très démocratique, c'est-à-dire je l'ai proposé et ils ont voté à l'unanimité pour, l'exposé de chacun d'entre eux est de l'ordre de 10-12 minutes, parce que vous allez poser plein de questions derrière cela et que justement il faut que nous ayons un débat animé sur ce sujet de souveraineté et subsidiarité. Alors, leur éclairage, je ne vais pas en dire plus, va être évidemment différent et complémentaire, tout en étant évidemment cohérent par rapport à la thématique suivie, et que surtout après, on attend de nombreuses questions de votre part. Gérard, à toi. Merci, cher Jean-Marie Beaupuy. Merci à Sciences Po de nous accueillir. C'est avec un grand plaisir que je me retrouve une nouvelle fois à Reims, d'ailleurs, même si ça déplaît à certains journalistes que j'ai dû refuser ce soir, mais tant pis pour la télévision. Donc, plus précisément, Jean-Marie Beaupuy m'a demandé de vous parler essentiellement de la souveraineté. Effectivement, c'est une question douloureuse, puisque si nous considérons notre Europe pendant ces 50 dernières années, on n'a pas seulement l'impression, on est bien obligé de constater que la grande réussite de l'Union européenne, c'est d'avoir installé la paix sur notre continent. Prenons un seul exemple, celui de la Sarre. On s'est disputé pendant 3 siècles avec l'Allemagne au sujet de la Sarre, avant d'arriver à se mettre d'accord. Eh bien, malheureusement, pendant ces 50 années qui se sont écoulées, il y a eu quand même des conflits liés à des problèmes de souveraineté.
Il suffit de visiter Berlin pour voir malheureusement ces morts qui sont enterrés à côté du Reichstag. Il suffit de considérer les morts en Irlande du Nord, les morts au Pays Basque, les morts dans le Haut-Adige qui a repris son nom de Sud-Tyrol, et même dans notre France, il y a eu des morts aussi en Bretagne ou en Corse. Donc ceci nous invite forcément à réfléchir à cette question de souveraineté. Et je voudrais rappeler d'abord que ce mot, ce concept de souveraineté, nous le devons précisément à Jean Bodin, à la fin du XVIe siècle, où il souhaite définir ce que signifie un État et sa mission. Et donc, à travers ce mot, il veut montrer ce qu'est le sens de la puissance d'une république qui s'exprime à la fois par un souverain, d'où le mot souveraineté, et puis qui est le dépositaire, justement, d'un certain pouvoir. Cette définition originelle, qui a toujours une valeur aujourd'hui, elle a été particulièrement déclinée à travers un texte de 1922 d'un personnage qui s'appelait Carré de Malberg, et qui a très bien mis en évidence les deux échelles de la souveraineté. C'est-à-dire, d'une part, la souveraineté interne, donc le fait qu'un État puisse décider sur un territoire sur lequel justement il exerce sa souveraineté, et le fait en même temps qu'il dispose de prérogatives qui lui sont propres sur ce territoire, ce qu'on appelle aujourd'hui en fait le régalien, donc ce qui relève de la sécurité, de la justice, de la défense nationale, de l'administration publique. Donc, premier élément, le pouvoir exercé sur un territoire de souveraineté. Deuxième échelle, la souveraineté extérieure, c'est-à-dire la capacité de décider seul, sans subir des interférences d'autres États. Mais en même temps, vous voyez que cette définition, c'est une reconnaissance réciproque de l'autonomie des États et donc de l'égalité souveraine des États sur leur territoire. Donc à partir de cette définition qui pourrait laisser penser à une conception très étroite de la souveraineté enfermée sur un territoire, eh bien les États, tout au fil de l'histoire, se sont toujours rendus compte qu'en réalité, la souveraineté suppose un certain nombre de règles pour qu'elle puisse s'exercer pleinement. La première règle, c'est tout simplement que la souveraineté nécessite de passer des accords entre États. Tout simplement parce que si un État veut remplir sa mission première, qui est d'assurer la concorde sociale sur son territoire en vue de travailler au bien commun, c'est-à-dire empêcher des conflits civils sur son territoire, cela suppose qu'il empêche d'autres États de venir stimuler des conflits à l'intérieur de ses propres frontières. Donc il va être amené à passer des accords de défense par exemple, et dans notre histoire récente, évidemment, l'OTAN fait partie de ces accords de défense, de même qu'un certain nombre d'éléments dans les traités européens. Donc première chose, cette souveraineté extérieure ne peut vraiment être remplie que si l'on a des accords avec d'autres États également souverains. Deuxième règle, dans nos États démocratiques, il a été considéré que pour perpétuer la souveraineté démocratique, il fallait mettre en œuvre des traités internationaux. Et c'est la raison pour laquelle de nombreux pays européens ont adhéré à la Convention européenne des droits de l'homme ou à la Convention de Genève, ce qui est en fait une assurance pour être sûr que cette souveraineté qui a une forme démocratique, demain n'est pas une forme dictatoriale. Alors par qui est-elle exercée, cette souveraineté? Alors bien sûr, il y a le mot souverain, mais le souverain, il dépend d'une constitution, il y a des règles qui précisent ses compétences et les limites de ses compétences. Et donc, on va voir très rapidement que cette souveraineté, elle est partagée.
Bien sûr, il a le souverain, qui est un peu, si vous voulez, en France aujourd'hui, notre président de la République, hein, mais il y a aussi le Parlement, qui vote les lois et qui a été élu par l'ensemble des citoyens qui lui ont délégué un certain nombre de pouvoirs. Et cela signifie aussi que chaque citoyen est en fait un propre souverain. Quand il va déposer un bulletin de vote dans l'urne, il décide souverainement pour quel candidat ou quelle liste de candidats il souhaite voter. Donc nous voyons bien à travers ces éléments qu'il faut bien faire attention aux illusions de la souveraineté. C'est-à-dire l'idée qu'on pourrait être souverain tout seul, comme ça, comme sur une île déserte où personne ne verrait interférer. Nous sommes évidemment en interdépendance, et cette interdépendance suppose inévitablement de comprendre la nécessité de partager à chaque fois que c'est nécessaire. Cela se comprend très bien déjà au niveau individuel. Prenons un exemple simple. Je disais que chacun d'entre nous est souverain en tant qu'électeur. Je dirais il est souverain aussi dans son organisation familiale. Donc le jour où j'ai un enfant qui est malade, donc je vais ouvrir le livre de Laurence Pernoud pour essayer de savoir quels sont ses symptômes. Et si le livre de Laurence Pernoud me dit bah, c'est simple, vous le mettez dans la douche là et puis vous faites couler de l'eau chaude pour qu'il y ait beaucoup de vapeur, bon ben voilà, souverainement je vais tout seul réussir à guérir mon enfant. Si en revanche je vois ou sur un site internet qu'il y a un certain nombre de symptômes dont j'arrive pas vraiment à préciser exactement quelles sont les conséquences que cela peut entraîner, eh bien là je vais aussitôt partager ma souveraineté. Donc je vais aller voir un médecin ou je vais aller à l'hôpital pour partager ma souveraineté, c'est-à-dire ma puissance parentale sur cet enfant avec quelqu'un d'autre qui a la compétence. Donc vous voyez qu'on est dans cette situation qui met bien en évidence que la souveraineté n'a de sens que si elle est subsidiaire. Et ceci, toute notre histoire le montre, je dirais l'histoire récente avec, vous rappelez, le Québec, la souveraineté du Québec, cela veut dire la possibilité d'autonomie du Québec, et puis toute l'histoire aussi de notre organisation communale avec les fameuses chartes communales du Moyen-Âge ou la création des universités qui sont dans une logique de subsidiarité. Alors je conclurai simplement en résumant ce propos et avant vos questions futures en disant qu'en fait il n'y a pas de souveraineté démocratique sans subsidiarité. Comme vous voulez. Allez-y, Michael, si vous voulez bien. Bonsoir. D'abord, merci beaucoup à tout le monde, M. Beaupuy, Sciences Po, pour nous avoir accueillis ici. Je suis très content d'être ici. Comme Irlandais habitant à Bruxelles depuis très longtemps, vous m'excusez pour mon mélange d'accent et de phraséologie. Je vais faire mon mieux. Je vais essayer de parler un peu, de répondre dans le même sens, un peu d'expliquer qu'est-ce qu'on a à faire à l'Europe avec cette question de souveraineté et d'ajouter l'élément de subsidiarité. En effet, l'Union européenne, c'est le plus grand processus de paix qui existe au monde. Et ça existe depuis la Deuxième Guerre mondiale, quand il est devenu évident au pays qu'il faut, pour éviter des guerres, pour vivre ensemble, il faut vivre ensemble d'une manière organisée et structurée. Et ça veut dire qu'il faut partager certains éléments de souveraineté. Et on a commencé légèrement avec certains éléments de règles qui étaient adoptés ensemble. Et petit à petit, au fur et à mesure des années, qu'on a découvert que c'est dans l'intérêt de nos citoyens, je dis nous, je parle comme les États membres, on dit ça c'est dans nos intérêts communs de encore partager un peu plus de souveraineté. On a adopté les traités, on a avancé, on a fait des progrès, disons, dans l'évolution de l'Union européenne. Mais évidemment, les peuples dans tous les pays européens, et je crois qu'il n'y a pas une énorme différence, ils sont très sensibles à leur souveraineté.
C'était quelque chose qui leur touche, qui nous touche. Je suis citoyen aussi, je suis fier. Je ne suis pas quelqu'un qui m'a pas vendu mon âme à Bruxelles, donc je suis aussi sensible. Mais c'est-à-dire, il y a une idée que l'Europe ou Bruxelles ne doit pas aller trop loin. Il ne faut pas le laisser seul à décider qu'est-ce qu'il va mettre ensemble, qu'est-ce qu'on va partager, combien de souveraineté de mon pays doit être cédée dans l'intérêt commun. Donc, collectivement, les pays, ils ont mis dans les traités européens des principes de sécurité, des principes de garantie pour les citoyens, des principes de subsidiarité et proportionnalité. Ce sont deux principes qui vont main en main. Le principe de subsidiarité, c'est le principe qui dit que l'Union européenne ne peut pas agir que si l'objectif commun, accordé de commun accord et mis dans le traité, ne peuvent pas être atteints au niveau plus bas. Donc, il est limité. Et il est limité dans son action seulement s'il peut amener une valeur ajoutée qui est évidente et qui est défendable devant les citoyens et devant les États membres. Ça, c'est simplement la subsidiarité. C'est une garantie dans le traité pour limiter les actions de l'Union européenne. Dans l'intérêt des citoyens, valeur ajoutée, tout tourne autour du terme valeur ajoutée. Je crois qu'il ne faut plus parler de subsidiarité en fait, parce que ce sont des termes un peu qui laissent perplexe beaucoup de monde, mais en fait, le terme, je crois que tout le monde peut comprendre que l'Union européenne doit montrer une valeur ajoutée. Proportionnalité, le deuxième principe qui va ensemble, c'est que si on décide que l'Union européenne doit faire quelque chose dans un domaine, dans l'intérêt commun, l'Union européenne ne peut pas faire plus que nécessaire pour atteindre l'objectif. Il ne peut pas, simplement parce qu'il a un droit d'entrée pour faire quelque chose, faire tout et prendre toutes les responsabilités et faire des lois qui dépassent ce qui est nécessaire. Deuxième principe, légal dans le traité, que le principe de proportionnalité. Donc, ça c'est un peu les États membres qui ont compris que la souveraineté, c'est quelque chose qui est très important. La difficulté maintenant qu'on vit dans le monde actuel, c'est que ces deux principes ne sont pas connus, ou ce n'est pas connu que ces principes sont activement appliqués dans le processus législatif à Bruxelles pour assurer la limitation des activités, et que l'Europe est obligée et travaille avec tout son système qui semble très compliqué, qui est très compliqué, pour des raisons de justice, disons, d'égalité entre les pays et entre les peuples et les pays, que l'Europe ne peut pas agir sauf si elle a ses objectifs qui sont fixés dans le traité et qu'il essaie d'avancer. Donc ça c'est un peu la situation des institutions européennes. On ajoute à ça le problème de cette perte de confiance. Et on voit ça très souvent dans des pays maintenant, que on a l'impression que l'Europe est trop loin de citoyens. Et c'est vrai, c'est vrai. Je crois qu'il y a un gros problème plutôt de communication, à mon avis, évidemment. Je suis dans le système, je le comprends, je le vois journalière, donc je peux voir que on a tout le monde autour de moi à Bruxelles ils passent leur jour à essayer de faire mieux pour le citoyen, mais que ce n'est pas connu. Parce qu'il y a très souvent des pays membres qui viennent au Conseil des ministres pour prendre des décisions, qui votent pour des décisions, et qui après rentrent à la maison et disent « Bruxelles nous a obligés d'adopter telle ou telle décision ». Et ça, il n'y a pas exclusion. Il y a presque tous les pays qui font ça. Et la difficulté, c'est que les institutions européennes sont très petites. Il y a un staff, une population de personnel qui est plus petit qu'une ville moyenne. Ils ne peuvent pas être appelés à vendre l'Europe, à expliquer l'Europe. Le système européen demande à ce que c'est les États qui expliquent l'Europe à leurs citoyens. Ça ne marche pas. Ça ne marche pas.
Je travaille pour une institution qui s'appelle le Comité des régions. C'est une institution qui a été créée en 1900, pour ne pas dire 94, comme je suis, 94, 93, dans le traité de Maastricht, précisément pour faire face à ce déficit démocratique, pour amener le point de vue des autorités locales et régionales dans ce processus décisionnel. Et l'idée, c'est que c'est le niveau le plus proche aux citoyens qu'il faut prendre dans le système, prendre leur point de vue, prendre leur expérience, parce que peut-être vous ne le savez pas, mais partout en Europe, plus de 70% des législations européennes est mise en œuvre par le niveau local et régional, pas par les États. Ça, c'est la réalité. Ils ont l'expérience sur le terrain avec la mise en œuvre des législations européennes, avec les conséquences, avec les bénéfices, et ce sont les mieux placés pour connaître la valeur ajoutée européenne et pour donner cette information au processus décisionnel à Bruxelles. Donc, avec cette institution, nous essayons d'amener cette information dans le processus pour encore améliorer la valeur ajoutée de cette législation européenne pour le bénéfice des citoyens. Et deuxièmement, dans le processus de communication, nous essayons d'utiliser tous les niveaux proches des citoyens pour expliquer mieux ces bénéfices, pour expliquer qu'est-ce qu'on fait à Bruxelles, pour ne pas entrer dans les polémiques de fausses informations que vous entendez partout, qui est malheureusement très difficile pour les gens à Bruxelles de contourner, parce qu'ils n'ont pas les moyens, ils n'ont pas l'argent. La communication, ça coûte une fortune si on n'a pas le réseau. Donc, on essaie d'utiliser les réseaux locaux et régionaux pour leur au moins donner la bonne information, la vraie information, et laisser à eux de communiquer à leurs citoyens dans les termes qui sont à eux, c'est-à-dire dans la manière qui va être compris dans leur ville, dans leur région. Donc ça, je vais peut-être m'arrêter là parce que je ne veux pas aller trop long, mais je suis certainement content de répondre à des questions après. Merci beaucoup. On remercie Michael pour son français, vous voyez, même s'il est un peu belge quand il parle de 90, mais on aimerait tous parler l'anglais aussi bien et aussi facilement que vous vous exprimez en français. Alors on va passer les Pyrénées, pas tout à fait, parce qu'on a un cousinage très proche entre les Basques français et les Basques espagnols. Alors avant de vous donner la parole, moi je voudrais vous dire qu'il y a quand même quelque chose d'un peu exceptionnel au Pays Basque, en dehors de leur langue, vous savez, dont les sources sont immémorielles, en dehors d'un tas de choses, c'est qu'ils ont un gouvernement qui date depuis 35 ans. Depuis 35 ans, c'est la même majorité qui gouverne. Il n'y a pas de basculement, droite, gauche, centre, machin, truc, etc. Alors, et c'est très démocratique. Et alors, il y a une raison toute simple à cela, c'est que ce sont les gouvernants là-bas des gens très pragmatiques. C'est-à-dire quand il y a un trou dans la rue, il le bouge, quand il y a, etc., des besoins de centre de recherche, etc. Et tout cela avec un mode d'imposition qui est ce qu'il est, avec une autonomie dont on va peut-être parler, mais c'est quand même assez remarquable. Et c'est pour dire qu'en définitive, les citoyens électeurs, avec la souveraineté que nous avons avec notre bulletin de vote, il faut croire que le gouvernement basque, depuis toutes ces années, ne doit pas être trop mauvais, puisqu'il garde la majorité. Alors, le Pays basque, on vient de vous entendre avec un diaporama très très bien fait, montrant l'histoire. Jean-François Dumont avait parlé de la Bretagne, la Corse, pour rester sur la métropole. Chaque région chez nous a son histoire, et le Pays basque a son histoire. Et on parlait du Tyrol, on parlait, etc. En fait, la devise de l'Union européenne, unie dans la diversité, est particulièrement vraie à chaque échelle de territoire. À l'échelle de l'Europe, chaque pays est différent. À l'échelle d'un pays, chaque région est différente. À l'échelle d'une ville comme Reims, chaque quartier est différent. Bon. Et le problème là, c'est qu'effectivement, il faut que dans un État comme l'État espagnol, qui a connu, le pays espagnol, qui a connu sa vie au fil des siècles, la reconnaissance du peuple
basque, avec sa langue, son histoire, etc., est quelque chose de très difficile à vivre, qui a connu des heures sanglantes au fil des siècles, au fil des décennies, et que aujourd'hui, ce principe de souveraineté et subsidiarité a une résonance très particulière au Pays basque. Mais on pourra, puisque vous poserez forcément la question à Michael entre l'Irlande, la République d'Irlande et l'Irlande du Nord tout à l'heure, il y a une autre résonance, et que chez nous, en Corse, la Nouvelle-Calédonie, etc., il y a encore une autre résonance parce qu'il y a des cultures qui sont différentes, une histoire qui est différente. Voilà. Alors, en introduction, donc, vous nous parlez du Pays basque, et puis on parlera d'un tas de choses aussi après, au moment des questions. Ouais. Bon, tout d'abord, merci beaucoup. Merci beaucoup aux organisateurs de cette table ronde, à l'IED, à la faculté de Sciences Po et aussi au mouvement européen de Marne. Vraiment, je suis très ravi d'être ici. Je crois que c'est une ville très, très, très jolie d'ailleurs. Et la faculté aussi très jolie. Et disons l'accueil et aussi le débat que nous avons eu cet après-midi est très intéressant aussi. Et moi, je suis très discipliné. Hein? Mais disons que vous allez me permettre, je vais parler du Pays basque, n'est-ce pas? Mais je voudrais faire un plaidoyer, je vais faire un plaidoyer pour l'Europe. C'est-à-dire, M. Dumont nous a parlé de souveraineté. Souveraineté, c'est le pouvoir. Hein? Qui a le pouvoir? Qui a le pouvoir originaire et qui a peut-être le pouvoir délégué? M. Collins nous a parlé de subsidiarité. C'est-à-dire, comment on organise, hein, on partage ce pouvoir et au niveau de son exercice aussi, hein, jusqu'à quel point, etc. Mais disons que dans le titre de cette table ronde, il y a un troisième concept qui me semble très important. Ce sont les défis mondiaux. Et donc, dans les défis mondiaux, disons, interpelle directement l'Europe. Alors l'Europe, dans son ensemble, aussi bien les États membres que l'Union européenne même, vit actuellement une polycrise, hein, une crise à différents niveaux. Vu la crise financière des 10 dernières années, a eu des conséquences sur l'Europe et sur ses États membres. Au niveau d'une crise politique, une crise économique et une crise sociale. Au niveau européen, on n'a pas eu, disons, les mêmes diagnostics de pourquoi on a eu une crise financière, de l'euro aussi, si importante. Il y a eu un clivage nord-sud. Hein, et après, il y a eu un clivage aussi gauche-droite, en parlant d'un point de vue géographique. D'un point de vue politique aussi, il y a eu une crise de la représentation politique, il y a une crise de la démocratie. Les citoyens perçoivent que leur niveau plus proche, mais aussi bien l'Europe, leur niveau, le niveau politique, ne sont pas capables de faire face à une telle crise, puisqu'il existe des mouvements au niveau mondial avec une force économique énorme qui passe au-delà de la démocratie et au-delà des pouvoirs démocratiquement légitimes qui existent, que nous avons au niveau communal, au niveau provincial, régional, etc., etc. Donc il y a une crise politique. Il y a une crise économique, puisqu'il y a eu dans le monde, et il y a actuellement, de nouveaux pays émergents, hein, qui sont déjà, je crois, émergés, et qui demandent leur rôle dans le monde. Il y a des prospections au niveau du G20, dans quelques années, que les Européens, vraiment, chacun de son côté, nous aurons beaucoup de difficultés pour y être là. Et il y a une crise sociale avec chômage, inégalité et une crise démographique. Donc c'est la tempête parfaite ou le cocktail idéal pour l'anti-européisme, pour l'exclusion, pour l'autoritarisme et pour la xénophobie. À mon avis, ça c'est, disons, le diagnostic principal. Et je crois qu'il y a un grand désaccord entre les attentes, les espoirs et les exigences des citoyens vis-à-vis à l'Union européenne, ce que devrait faire l'Union européenne et ce que l'Union européenne peut faire ou bien lui laisse faire.
lui laisse faire les États-nations. Il y a une sérieuse, à mon avis, perte de légitimité. Il y a des défis au niveau mondial que si nous ne les abordons pas à partir de l'Europe, disons qu'on va perdre position, pas seulement comme, enfin, en tant que continent, mais aussi bien en tant que citoyen. Changement climatique, l'industrie, les emplois, l'instabilité financière, les frontières, les migrants, la démographie, la course aux armements, l'instabilité des frontières sud de l'Europe. Ça, c'est très important si vous analysez la situation. La sécurité, la politique extérieure, la politique de défense. Donc, il nous faut, à partir de l'Europe, une Europe plus forte, récupérer les citoyens, réorganiser l'économie, tant à l'intérieur que dans le monde, reconstruire la démocratie et approfondir dans l'union politique de l'Union européenne. Et pour tous ces défis, le rôle qui doit avoir l'Union européenne et l'Europe est absolument fondamental. Excusez-moi. Il nous faut forger une citoyenneté européenne plus forte, avec une attention spéciale aux jeunes, avec l'argument l'argument fondamental de dire que seule une Europe forte peut défendre nos intérêts et nos valeurs dans une mondialisation incontestable. Il nous faut élaborer une stratégie, une véritable stratégie européenne pour la croissance économique. Je ne sais pas si vous vous souvenez, mais à la fin des années 90, le Conseil européen, les chefs d'État et de gouvernement de l'Union européenne, ont établi comme objectif que pour l'année 2010, si je ne me trompe, c'était la stratégie de Lisbonne, l'Europe allait être la première, zone du monde dans le cadre industriel, de la technologie des informations, etc., etc. Tout ça a échoué. Nous n'avons pas vu nulle part ça. Et tout ça, c'est, parce que, l'Union européenne et l'Europe n'a pas eu les instruments suffisants pour y parvenir. Il nous faut une Europe sociale, parce que l'Europe sera sociale ou ne sera pas. Il y a toute une série de mesures au niveau européen, et toute une série de minimums que nous devons prendre sans doute. Au niveau extérieur, nous devons parler avec une voix unique et nous devons avoir une autonomie stratégique au niveau de la défense et de la politique extérieure. Je vous mets un exemple. Avec la crise des immigrants, l'année 2017, il y a à peu près 1 million de migrants qui cherchent à survivre et qui sont dans les côtes, de la Grèce. Alors, la Commission européenne, dans 15 jours, pose sur la table des États membres un plan pour la répartition en Europe de ces millions de personnes qui ont leurs droits et qu'il faut leur respecter. Un plan pour toute une série de critères et faire une distribution en Europe. Les États membres le rejettent. La proportion, avec d'autres critères, il y avait, mais la proportion c'était une personne qui a besoin d'une protection par chaque 500 Européens, avec, malgré tout, nos niveaux de vie. À mon avis, c'était tout à fait gérable de la part des Européens. Cependant, même si la Commission européenne a présenté ce plan, ce sont les États membres qui l'ont rejeté. Et voilà, je crois que le message, à mon avis, c'est très clair. Nous avons besoin d'une Europe plus forte, d'une Europe plus solide pour faire face, en tant que citoyens français, basques, européens, aux défis mondiaux qui sont incontournables et qui sont là.
il est certain que quand on voit cet aspect mondial, il nous faut une Europe cohérente, organisée, souveraine, puisque vous aviez repris dans les débats qu'on avait eu tout à l'heure le mot souverain. Alors, me vient à l'idée un exemple militaire. Je ne sais pas s'il y a des militaires dans la salle ou d'anciens militaires. Chacun défend dans la position militaire le fait que l'infanterie passe d'abord, l'artillerie passe d'abord, l'aviation passe d'abord, la marine passe d'abord. Mais en fait, c'est l'ensemble des différentes forces d'armée qui font qu'on peut avoir du résultat. La même chose dans une entreprise avec l'informatique, le commercial, la production, etc. Il faut qu'on soit ensemble. Et on est souverain parce qu'on travaille ensemble, on coopère ensemble. Alors voilà, donc nous avons fait cette premier tour. Maintenant, vous avez la parole, on va vous apporter les micros. Première question. Alors, on n'a pas beaucoup apporté, je pense que quelqu'un va poser la question, au niveau des frontières, souveraineté et frontières, ça vous parle, non? Vous voulez? Alors, qui pose la première question? Alors, où sont les micros? Ah, voilà. On y va. Vous êtes venu, Monsieur Henny, je suis sûr que vous êtes venu avec une question. Voilà, allez. Même plusieurs, d'ailleurs. Oui, je crois que cette mondialisation que vous avez évoquée, elle constitue en elle-même, en soi-même, plus proche comme ceci, voilà. Elle constitue à la fois un défi considérable et je dirais même et peut-être surtout un enjeu, une opportunité à saisir. Mais je crois que ce qu'il manque, me semble-t-il, à l'Europe, c'est une vision stratégique de l'avenir. La crise que nous vivons en France sur le plan politique et social a bien montré que les gens se sentent comme dépossédés de leur avenir. On voit survenir les technologies nouvelles, les réseaux sociaux, enfin l'informatique. Il se passe une véritable crise d'identité à la fois personnelle et collective. On le voit avec les gens qui habitent à la périphérie, etc. Enfin, les jeunes qui se disent que vais-je devenir, à quoi servent mes études, etc. Bon, ce qui manque, c'est une vision d'avenir. Je crois que le rôle de l'Europe, tout le monde est bien d'accord pour dire que l'Europe doit nous protéger et doit nous conduire vers un avenir de paix et un avenir meilleur. Ça, tout le monde est d'accord. Mais comment ? Là, récemment, nous avons vécu en France un drame économique, si je peux le dire, c'est l'affaire Alstom, où la fusion Alstom-Siemens n'a pas pu se faire. Qui est responsable ? L'Europe. Moi, je l'ai vécu comme tel, vis-à-vis des journaux télévisés, enfin de la presse, c'est l'Europe qui a refusé, Bruxelles a refusé la fusion pour une raison de concurrence en matière de construction. Résultat des courses, il n'y a plus de leader dans la construction ferroviaire. Et on sera donc confronté à une concurrence ou américaine ou chinoise ou indienne beaucoup plus forte. Donc, je prends cet exemple, il y en a d'autres, mais je crois que le citoyen européen attend une vision avec une stratégie. Et je me demande si Bruxelles ne devrait pas se doter d'un comité stratégique qui réfléchirait à des orientations fondamentales. Ça, c'est l'aspect souveraineté. Comment dirais-je, l'aspect subsidiarité, ça consisterait peut-être davantage à dire, vous, État français, État allemand, par exemple, pour la question de la fusion Siemens-Alstom, comment pouvez-vous mettre en œuvre la vision stratégique que nous, en commun européens, avons? Que nous proposez-vous? Qu'il y ait une sorte de dialogue permanent entre cette vision stratégique qu'aurait l'Europe et ce que les États membres pourraient décliner. Et ça, on pourrait le décliner dans toutes les sphères de l'activité, à la fois économique, sociale, juridique. Vous voyez ce que je veux dire? C'est ce qui manque, à mon avis. Et ça permettrait de faire sans doute un très grand pas. Voilà. Alors, je ne voudrais pas mobiliser trop longtemps la parole, mais si vous pouviez nous dire quelque chose là-dessus, ça serait intéressant. Ok, je vous propose qu'on prenne une deuxième question, peut-être tout de suite, et puis on répondra. Monsieur Gros, professeur de...
Merci. Je complète et je prends les choses un peu différemment. Tout d'abord, première observation, si effectivement la fusion entre Alstom et Siemens a été refusée, c'est tout simplement l'application du droit communautaire de la concurrence. Alors, on peut en faire une lecture plus extensive, ça aurait peut-être été possible, mais dans l'état actuel du droit de la concurrence tel qu'il est défini dans notre droit communautaire, la décision négative, on pouvait un petit peu la deviner. Elle est regrettable, je la regrette, mais il faut reprendre le droit communautaire pour que la fusion devienne possible. C'est ce que j'ai cru comprendre, France et Allemagne ont l'intention de faire. Deuxième remarque que je voudrais faire, souveraineté, subsidiarité. Pour moi, la subsidiarité, elle existe en droit canon, elle existe dans le droit helvétique. C'est là l'origine du mot, d'ailleurs, c'est en droit canon. C'est-à-dire qu'on part d'un principe, les États membres ont la compétence générale. La compétence de l'UE aujourd'hui n'est qu'une compétence d'exception. On peut aller un petit peu plus loin, ça a été dit et je suis tout à fait d'accord, quand il y a une valeur ajoutée. Mais finalement, l'Europe, je reprends l'idée du comité stratégique, n'a que très peu de compétences régaliennes. Pas de compétences politique étrangère, pas de compétences défense, un tout petit peu maintenant dans le domaine monétaire, on peut en discuter, et les compétences économiques, sociales, fiscales, la fiscalité européenne, il était prévu de l'harmoniser dès l'acte unique et des Maastricht, bon, on sait à peu près où on en est. Donc, il est très difficile de définir une stratégie à partir de l'interprétation déjà des textes et de l'interprétation qu'on a des traités. Finalement, d'où le rôle du comité des régions. Les compétences de l'UE correspondent aux compétences de la vie quotidienne des Français. Les transports, l'environnement, par exemple, quelques compétences en matière d'aide aux entreprises, ce sont souvent chez nous les régions, parfois les autres collectivités qui le font. C'est-à-dire, on arrive à cette curiosité que malgré le principe de subsidiarité, la communauté européenne autrefois, l'UE aujourd'hui, intervient dans des compétences qui sont avant tout, en Europe, celles des collectivités. Chez nous, régions, départements, communes, en Allemagne, notamment les Länder. Autrement dit, je comprends la réaction de certains de nos compatriotes en France, mais aussi en Allemagne, par exemple. L'UE correspond à une recentralisation. C'est-à-dire, il y a une perte de compétences des États, un peu, mais surtout des collectivités. Le droit des collectivités, pour une bonne... Parce que nous, on appelle les collectivités, ce que nous, on appelle les collectivités, le droit se fait avant tout à Bruxelles ou à Strasbourg. Or, dans un pays comme l'Allemagne, qui est fédéral, ça correspond à une perte de compétences régionales au profit de l'Union européenne. Alors, on contourne la difficulté. Souvent, ce sont les Länder allemands qui négocient à Bruxelles et non pas forcément le Bund, non pas forcément la fédération, mais effectivement, c'est ressenti comme étant une perte de compétences de la vie quotidienne. Je crois, en effet, qu'il faut reprendre un certain nombre de points dans les traités pour que, notamment les compétences économiques de l'Union européenne, puissent être plus importantes, notamment en matière d'incitation à une fiscalité commune et à un droit social commun. Très bien. Je crois qu'on a déjà abordé les deux questions là. Tu veux commencer ? Merci de vos interventions qui appellent effectivement des commentaires qui pourraient être longs, donc je me contenterai de répondre de façon assez brève et forcément donc pas forcément aussi en traitant la question de façon aussi complexe qu'il faudrait la traiter. En fait, la question d'abord que vous venez d'évoquer à la fin, qui est celle de la recentralisation, moi, il ne me semble pas que l'Union européenne ait imposé une recentralisation, c'est-à-dire en fait une perte de souveraineté des collectivités territoriales dans les différents pays de l'Union européenne. C'est même plutôt le contraire de ce qu'a souhaité l'Union européenne dans le cadre de sa politique de cohésion.
Donc l'Union européenne n'y est pour rien si un président de la République française a considéré qu'il fallait créer cette région sans identité qui s'appelle le Grand Est. C'est pas l'Union européenne qui a donné l'ordre, que je sache. Donc, quand je regarde ce qui se passe dans les différents pays, c'est pas l'Union européenne qui empêche l'Espagne de faire davantage de subsidiarité vis-à-vis du Pays Basque. Donc là, sur ce point-là, si vous voulez, je partagerai pas votre point de vue. D'abord, on a deux types de pays. On a des pays où on avance de plus en plus dans de la subsidiarité par rapport aux collectivités territoriales. Et puis il y a des pays qui sont dans des phases effectivement de recentralisation, le héros en la matière étant malheureusement la France, mais l'Union européenne n'y est pour rien en la matière. Alors, ce que je veux dire simplement, c'est que le droit qui s'applique dans les collectivités locales est avant tout un droit qui est défini par l'Union européenne. Alors, je suis d'accord que l'Europe n'intervient pas dans le découpage, mais les compétences des collectivités correspondent au droit qui est défini au niveau européen, ce qui n'est pas forcément un défaut pour moi. Mais je dis que ça peut être compris par les citoyens. Voilà, les collectivités, on fait ce qu'on peut compte tenu du droit communautaire. Écoutez, un grand merci de cette précision, parce que c'est vraiment l'occasion de dire que dans les difficultés que connaissent les collectivités territoriales françaises, elles viennent beaucoup plus de l'État français que de l'Union européenne. Pourquoi? Tout simplement parce que quand la France transcrit des directives de l'Union européenne, au lieu de se contenter de transcrire ces directives telles que ces directives ont fixé un certain nombre d'objectifs, on surajoute des contraintes qui pèsent sur les collectivités territoriales, qui engendrent des coûts supérieurs et qui font augmenter vos impôts locaux. Alors ce n'est pas du tout l'Union européenne qui est fautif de cette surorganisation de complexité de procédure. Le second point, effectivement, très important, notamment dans la première intervention, c'est qu'il y a quand même une souveraineté qui est assurée aujourd'hui à l'échelle de l'Union européenne, c'est la souveraineté commerciale. N'oubliez pas, chacun sait ici que, par exemple, à l'Organisation mondiale du commerce, la France n'est pas représentée, l'Italie n'est pas représentée, l'Irlande n'est pas représentée. C'est l'Union européenne en tant que telle qui est l'acteur de la souveraineté commerciale de l'Union européenne. Mais en cette matière, c'est vrai qu'il y a des inquiétudes dans la mesure où la politique commerciale de l'Union européenne a été un peu naïve. C'est-à-dire qu'elle a considéré que, a priori, la Chine allait devenir un marché aussi ouvert que celui de l'Union européenne. Et donc, on a laissé nous entrer les loups dans la bergerie, sans protéger parfois nos industries stratégiques, alors que, de leur côté, pour entrer dans la bergerie chinoise, et je peux vous dire que la dernière fois que je suis allé en Chine, j'ai même été assez estomaqué, parce que j'ai rencontré plein de responsables d'entreprises français, et moi j'ai compris de leur discours, c'est entre nous, mais j'ai compris de leur discours que finalement ils ne gagnaient pas d'argent en Chine. Ils étaient obligés d'y être parce que c'était le premier nombre de consommateurs de la planète, mais en fait c'était pas brillant du tout. Les résultats, c'est le moins que l'on puisse dire. Donc effectivement, je crois que la question que vous posez qui est essentielle, c'est qu'il faut que l'Union européenne fasse évoluer sa politique vers davantage de souveraineté commerciale, mais pour cela, et vous l'avez d'ailleurs très bien formulé à propos de l'affaire Siemens-Alstom, eh bien ça suppose effectivement que ceux qui sont décisionnels en la matière, c'est-à-dire d'une part les États qui font partie du Conseil européen, d'autre part le Parlement européen, et puis ceux qui sont consultatifs, le Comité des régions ou le Comité économique et social européen, œuvrent pour que cette Union européenne accède à une véritable souveraineté commerciale qui aujourd'hui ne correspond pas aux besoins et aux biens communs des habitants de notre Union européenne. Monsieur Collins. Oui, merci. En fait, ce sont des questions très pertinentes, très importantes. Et ça, c'est un peu parfois la question de où est-ce qu'on trouve la vision? Où est la vision pour l'avenir
de nous tous. C'est une question très difficile à poser à l'Union européenne. Il faut comprendre qu'on a créé l'Union européenne, on n'a pas donné à l'Union européenne toute la liberté et la possibilité d'inventer la vision pour le futur. On a créé un texte très limitatif, très spécifique, avec des domaines de compétences très restreints. On a quelques compétences exclusives à l'Union européenne, sont tous définis, et même, pas seulement les titres, mais les objectifs de chaque compétence sont définis dans le traité. Et l'Union ne peut pas agir plus qu'il est défini dans le traité. On a quelques compétences exclusives, la monnaie unique qui est même pas complétée. On a vu la crise économique récemment qui montre clairement qu'on a créé une monnaie unique sans créer toutes les structures qu'il faut avoir autour de la monnaie unique, parce que les États membres ne veulent pas céder ce qui est vraiment nécessaire pour protéger l'euro, pour être vraiment quelque chose qui peut être le concurrent du dollar, etc. La plupart des autres compétences, vous avez parlé de la concurrence. La concurrence, c'est compliqué. La concurrence, c'est des règles, mais c'est aussi des jugements. Et c'est des jugements très difficiles qui sont faits par les collègues de la Commission européenne en essayant de veiller à l'intérêt des citoyens. C'est ça. Ils ne sont pas en train de jouer la grande politique de monopoly avec les sociétés. Ils essaient de juger si de création de ce qui peut être un monopoly dans un domaine peut être dans l'intérêt ou pas dans l'intérêt de citoyens, de 500 millions de citoyens. Et s'ils trouvent que peut-être il y a un risque que ça peut poser, c'est bien pour créer une entité dominante, mais que peut-être 50 autres petites entités vont disparaître, avec tous les emplois qui vont avec ça. Ok, un jour, c'est dans l'intérêt de la France d'avoir cet accord. Un autre jour, ça peut être les jobs, les emplois de RAMS qui vont disparaître parce qu'on a permis un monopoly quelque part ailleurs. C'est compliqué, mais c'est toujours débattu. Même maintenant, avec la concurrence de la Chine, il y a le débat ouvert maintenant sur la concurrence. Est-ce qu'il faut être plus libre dans la concurrence parce que c'est plus difficile? Ça, c'est un débat politique ouvert entre les États. Et la Commission va mettre en œuvre ce qui est décidé. Mais pour avoir la vision, c'est très difficile pour la Commission ou l'Union européenne d'avoir une vision dans les domaines restreints qui sont présentés dans le compétent. On essaie de mettre en évidence des propositions Europe 2020, Europe 2030, les plans d'investissement de Juncker à l'époque qui a créé beaucoup d'emplois. En fait, il était très imaginatif dans le domaine très restreint donné. Il a fait venir de l'argent d'investissement avec en utilisant très peu d'argent européen. Un effet de levier, excusez-moi. Parfois, le terme en français m'échappe aussi. Oui. Et ça a fonctionné, ça a créé énormément d'emplois, mais c'était pendant une période très difficile, donc on ne voit pas trop le résultat, mais on peut imaginer qu'est-ce qu'on pourrait avoir s'il n'avait pas fait ça. Donc le coût de non-Europe, on parle de ça souvent, le coût de non-Europe, c'est énorme et pas jugé. Pour la question des collectivités locales et régionales, il ne faut pas oublier que la plupart des thèmes et des responsabilités sont partagés. C'est-à-dire prendre l'environnement, le changement climatique. On peut pas réussir dans le changement climatique s'il n'y a pas des actions à tous les niveaux. Si l'Europe ne coordonne pas, si les États ne coordonnent dans leurs États avec les objectifs fixés par l'État, et la plupart des actions sont mises en œuvre par les villes. Nous travaillons avec les villes. C'est les villes qui mettent en œuvre donc, c'est multi-level governance, gouvernance à multiniveau qu'il faut pour vraiment faire face à des grands défis de l'Union européenne. Là, l'Europe n'est pas en train d'enlever des compétences. Elle est en train simplement d'essayer d'avoir une coordination pour que toutes les actions faites au niveau État et ville vont avoir le meilleur effet dans le plus court temps possible. Et c'est très souvent comme ça dans beaucoup de domaines. C'est-à-dire c'est un effet de coordination. Et ils ne font pas à Bruxelles plus qu'il est nécessaire pour un peu coordonner le travail de tout le monde
dans l'intérêt commun de tous les citoyens. Donc c'est comme ça qu'on essaie de voir, on n'a pas la perfection, on peut toujours améliorer, et c'est pour ça que nous amenons le voix des régions et des villes dans le processus, parce qu'à l'époque, ce qui se passait avant le comité de région, on avait la proposition au niveau européen adoptée par les États. Je crois que c'est un domaine où plutôt que 70%, c'est plutôt 85% ou plus qui est mis en œuvre au niveau local et régional. Même le plus centralisé ou le plus non régionalisé, l'Irlande, on met en œuvre la réglementation environnementale au niveau des villes et des régions. Mais on ne posait pas la question, est-ce que ça va vous être utile? Est-ce que ça va être fonctionnel? Est-ce que ça va être, comme on dit en anglais, user-friendly pour vous dès qu'on vous recevez ça? Maintenant, on a la possibilité d'intervenir au processus et de dire, OK, ce n'est pas pour changer ou bouleverser le monde, mais en général, ce que nos membres disent avec leur expérience de la ville, c'est OK, c'est bien la proposition, mais si vous modifiez un petit peu ici, un petit peu là-bas, quand ça arrive chez nous dans la ville, ça va être beaucoup plus facile pour nous de faire fonctionner ça. Ça, c'est la valeur ajoutée d'inclure les régions et les villes dans le processus. Et on essaie d'augmenter cette valeur ajoutée tout au long de la procédure. Merci. Je vous propose de passer le micro. Oui, merci. Michael Collins et moi, nous avons travaillé ensemble pendant quelques années. Et cet après-midi, je lui disais qu'il semble que l'Europe est en train de demander des pardons parce qu'il agit. L'Europe ne doit pas demander, je ne dis pas que tu le fasses, mais il semble que l'Europe est en train de demander des excuses, des pardons parce qu'elle agit. Non, je crois qu'il faut virer tout à fait la démarche. Deux réflexions très, très intéressantes. Vision stratégique, possible recentralisation. Et vision stratégique, il y a 2-3 ans, le président de la Commission, M. Juncker, a lancé son livre blanc sur l'avenir de l'Europe, avec 5 possibles scénarios pour ouvrir, disons, un débat, etc., etc. On me dit que ce débat est clos. Ce débat est clos, et pas seulement clos, mais oublié. Je vous propose de faire une comparaison. Prenons les années 80, et nous avons là, en 1987, l'acte unique européen. 5 ans plus tard, 5-6 ans plus tard, le traité de Maastricht. 4 ans plus tard, le traité d'Amsterdam. 2-3 ans plus tard, le traité de Nice. 5 ans plus tard, la Constitution européenne qui a échoué. 2009, traité de Lisbonne. Et disons, le monde avance très 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 vite. Et depuis 10 ans que nous n'avons pas un projet avec une vision stratégique qui puisse donner du muscle à l'Europe pour faire face, en faveur de nous tous, citoyens, faire face aux défis globaux. Alors, qui est le responsable de tout ça? Moi, je le dis très clairement, les États-nations, les États membres. Les États membres qui jouent avec un double chapeau. Parce qu'ils sont responsables des décisions qui sont prises à Bruxelles, et après, ce qu'ils font, quand ces décisions ne sont pas apparemment trop favorables pour eux, avec un manque de solidarité et de loyauté politique incroyable, ils disent que le responsable c'est Bruxelles, etc., etc. Quand sont eux-mêmes qui ont pris ce type de décision. Je crois que le plus grave de tout ça, et d'un point de vue stratégique, c'est que, ils ont renoncé à une phrase qui se trouve dans tous les traités communautaires et qui a été la vision politique de tout le processus d'intégration, c'est de construire de plus en plus une Europe plus étroite entre le peuple d'Europe. Enfin, une union plus étroite entre l'autre. Cette phrase-là, qui politiquement a beaucoup de sens, je crois qu'elle a disparu de l'agenda politique de cet État membre. À mon avis, ça c'est très très grave.
Et il continue à essayer de garder les 4 caractéristiques principales qu'au XIXe siècle définissait un État-nation. C'est la monnaie, les frontières, la politique étrangère et la politique de défense. Dans tous ces 4 domaines, nous avons besoin d'une Europe qui soit, je ne sais pas, forte, je ne sais pas quel mot utiliser, mais enfin, qui puisse véritablement développer une politique sérieuse, solide, dans tous ces domaines, en faveur, j'insiste, de tous les citoyens. Et recentralisation. Bon, je parlais cet après-midi aussi avec Michael Collins. Ouais, en quelque sorte, bon, je suis d'accord, on peut en discuter beaucoup, hein, mais depuis longtemps, on a eu parfois le reflet ou la réaction d'une part des citoyens en disant, bon, quand Bruxelles adopte une décision concernant, je ne sais pas, la production du fromage dans ma région, et disons dit qu'on ne peut pas utiliser, je sais pas, le lait de chèvre, il faut utiliser le lait de vache. Non, il me dit, pourquoi est-ce qu'elle dit ça? Mais, enfin, nous avons produit ici des fromages depuis des décennies. Bien. Alors la réaction des citoyens est, pourquoi est-ce que l'Europe se mélange enfin, dans ce type de décisions ou de questions? Et pourquoi ne s'occupe pas de ce qui est important? Bon, mais il ne s'occupe pas de ce qui est important, toujours et une autre fois, par, disons, les États membres. Et les États membres et les institutions européennes, moi je dirais les États membres, ils ont démontré qu'ils savent très bien écrire beaucoup de traités, mais qu'ils ont du mal à leur faire approuver. Donc, mais c'est la responsabilité à eux-mêmes de faire une tâche pédagogique en faveur de l'Europe, une tâche politique sérieuse pour parler d'une façon franche et sincère aux citoyens, les expliquer quels sont les défis auxquels nous nous affrontons et quels sont ou peuvent être les solutions. Donc, il manque de véritables leaders. Moi, je me souviens, nous avons été, moi j'étais à Bruxelles depuis 1988, et là, il y avait Jacques Delors, il y avait Helmut Kohl, il y avait Mitterrand, enfin, de figures avec un poids énorme, avec une capacité pour lidérer enfin, la construction européenne qui était incroyable, avec une vision, vous avez tout à fait raison, monsieur, avec une vision politique et du futur qui était... Aujourd'hui, qu'est-ce que nous en avons? Mais encore, les États. Et un mot sur les fusions. Et je partage ce que dit mon ami Collins concernant la fusion. Mais j'ai aussi quelques doutes. Alors, je ne sais pas si la législation communautaire est suffisamment, je me demandais, parce que lui est juriste, moi pas, hein, enfin, et lui sait beaucoup plus que moi dans ce domaine. Mais si, disons, tous les traités, enfin les articles sur la concurrence sont adaptés pour un monde si global et si ouvert, je ne sais pas. Ou, disons, pourquoi, moi je disais avant que la Commission européenne, il faut qu'il pousse une véritable politique de croissance économique, et par exemple dans le domaine industriel, pourquoi est-ce qu'il ne stimule pas ce type de fusion pour que, disons, ou pourquoi ne prend pas toute une série de mesures pour éviter que les Chinois achètent toute la technologie allemande. Il faut donner du grain à moudre au peuple, comme l'a été le projet de la monnaie unique. On vous redonne le groupe. Et puis on redonne après la parole. Une autre personne demande la parole. Je vais vous demander aussi bien aux intervenants qu'à la salle. Bref. Oui, très courte. Je vous en prie, je crois qu'il faut donner du grain à moudre au peuple par rapport au peuple, au pluriel européen, par rapport aux angoisses et aux questions qu'ils se posent sur leur avenir. Et ça ne peut se faire à travers qu'en les mobilisant à travers des projets. Moi, je me souviens encore de l'enthousiasme absolument formidable lorsque l'euro est arrivé. Et personne ne s'est opposé à cette monnaie. Et aujourd'hui, si certains politiques veulent reculer,
beaucoup de Français disent non, c'est une erreur, ce serait une erreur. Donc, essayons de trouver au niveau européen, à travers une stratégie d'ensemble, quelques grands projets comme ça. Moi, les GAFA, c'est comme ça qu'on appelle ces grandes entreprises, Google et autres, qui dominent la communication du monde. Elles ne sont pas européennes, elles sont américaines. Bon, voilà un défi pour l'Europe. Eh bien, je suis persuadé que si on engageait les peuples européens sur cette question, vous auriez un enthousiasme formidable. Nous aurions un enthousiasme. Monsieur Rény, vous avez parfaitement raison, mais là, je vais répondre, si vous voulez bien, au nom de tous les intervenants au niveau européen. Nous avons eu, vous avez parlé du livre blanc, nous avons eu des débats, etc. Le comité des régions a élaboré des textes, le Parlement a opéré des textes, etc. Nous sommes bloqués, nous ne cessons de le répéter, parce que nos 27 ou 28 chefs d'État, quand ils viennent à Bruxelles, ils regardent leur montre pour savoir à quelle heure ils repartent. Ils ne connaissent, excusez-moi de le dire brutalement, je leur ai dit quand il y avait la présidence française en 2008, de la même manière, ils défendent le bout de gras, même plus pour leur propre pays, mais pour leur propre avenir électoral personnel. Donc les fameux projets d'avenir, vous avez 1000 fois raison, mais il faut qu'il y ait sur la table un projet d'avenir qui soit proposé au peuple. Or, les médias, c'est pas que je veux distribuer une volée de bois vert à tel ou tel, mais c'est un constat pragmatique. Les médias, quand vous leur proposez un débat d'avenir, ils vous répondent comme ils m'ont répondu pour les questions sociales au niveau de la Marne, etc. Il faut du sang et des larmes pour que les lecteurs suivent nos articles, nos émissions de télé. Votre grand débat sur l'avenir de l'Europe, les gens s'en foutent. Et voilà aussi une problématique, si vous voulez, de relation entre la population qui, avec, je pense, des personnes comme tous ceux dans cette salle, réclament un vrai débat communautaire de l'Europe et du monde, face aux défis du monde, et puis la réalité que nous vivons tous les jours. Alors je voudrais maintenant passer la parole à Nicolas, qui, notamment au titre de l'euro, mais il va peut-être nous poser une question sur d'autres sujets. Nicolas Rességuier, je suis le directeur de la Banque de France, qui est une institution européenne, comme vous le savez, on fait partie d'une équipe européenne. Alors merci déjà beaucoup pour ces échanges, très intéressants. J'avais une remarque et une question. J'ai bien aimé les réflexions sur l'illusion de la souveraineté. Moi, je dis souvent, je suis très souverainiste, c'est pour ça que je suis très européen. Je crois que l'euro, évidemment, qui est un sujet que je connais un peu, en est une bonne illustration. Avant, on avait une monnaie nationale, le franc, alors on pouvait penser qu'on était souverain. En réalité, on sait très bien que cette monnaie était complètement accrochée au Deutsche Mark, au dollar, qu'on les suivait en termes de taux d'intérêt, par exemple, donc on avait l'illusion de la souveraineté. Aujourd'hui, on a une vraie souveraineté, c'est-à-dire que l'euro est géré de manière indépendante, indépendamment du dollar. Alors certes, elle est partagée, bien sûr, mais est-ce qu'il vaut mieux une vraie souveraineté partagée qu'une fausse souveraineté nationale, hein? Et je crois que c'est important de faire de la pédagogie en la matière, et il y aurait d'autres exemples qu'on pourrait donner outre la monnaie. Alors je voudrais poser une question peut-être un peu provocatrice. Quand on réfléchit à ce qui serait efficace au niveau européen, et je rejoins ce qu'évoquait monsieur sur la fiscalité, par exemple, ou les aspects plus régaliens comme la défense ou la diplomatie, où on comprend bien que l'Europe serait plus efficace, évidemment, qu'un seul pays. Donc on voit tout ce qu'on pourrait utilement peut-être transférer à l'Europe, on voit ce qui peut-être pourrait être géré au niveau plutôt régional, comme l'éducation, la culture. Donc ma question c'est, qu'est-ce qui reste au niveau national? Est-ce qu'il faut laisser quelque chose, et quoi, au niveau national? Provocateur, hein. Je réponds quand même d'abord à la question sur l'euro, parce qu'il faut quand même rappeler d'où vient l'échec de l'euro. Est-ce que quelqu'un... Non, mais l'échec dans la mesure où l'euro a subi la crise que nous savons, et qu'a eu des conséquences... Bon, non. Quand il y a une crise aux États-Unis, on ne dit pas crise du dollar. Oui, d'accord. Non, mais je suis prêt à modifier ma sémantique. Bon, je rappelle quand même que l'euro était organisé selon un certain nombre de règles et que les premiers pays qui n'ont pas respecté les règles de l'euro s'appellent l'Allemagne et la France. Ce sont les premiers pays qui, dès 2004, ont commencé par ne pas respecter le pacte de stabilité. Alors après, quand ils viennent reprocher aux autres de ne pas l'avoir fait, ça interpelle. Donc si effectivement ces pays fondateurs de l'Union européenne avaient été les premiers à respecter les règles qui s'étaient fixées eux-mêmes, peut-être qu'on n'en serait pas là et que l'euro serait peut-être devenu un concurrent du dollar.
Donc ça, il faut quand même toujours rappeler cet élément. Et donc c'est bien les États membres, là encore, hein, je reprends la formule. Alors, la question c'était quoi? Oui. Enfin, c'est un succès, mais qui a connu quand même un certain nombre de péripéties qui ont eu des conséquences dommageables. Voilà. La question, c'était quoi? Il n'y a plus de responsabilité au niveau de l'État. Ah oui, alors, en ce qui concerne l'État, d'abord, je vous rappelle, chacun le sait ici, mais que l'organisation de l'Union européenne, c'est bien justement de laisser des responsabilités au niveau de l'État. L'Union européenne s'est organisée, non pas en créant ses propres fonctionnaires chargés de mettre en œuvre sur les territoires les directives et les règlements, mais à considérer qu'il appartenait aux États avec leur propre administration publique de mettre en œuvre les règlements et les directives. Deuxièmement, c'est bien entendu les États qui sont en charge de la concorde sociale sur leur territoire et de la sécurité sur leur territoire. Donc, là, je ne vous demande pas un état des lieux, je vous demande qu'est-ce qu'à votre avis il faudrait, dans une sorte d'idéal, évidemment utopique, hein, oui. Qu'est-ce qu'il faudrait laisser au niveau de la compétence des États? Ben, c'est-à-dire que là, je vais vous répondre de façon indirecte, puisque l'un des grands débats qu'on a sur l'Union européenne, même s'il est un peu entre parenthèses en ce moment, ça a été de savoir si on fallait faire une Europe des États ou une Europe des régions. Donc ça m'a amené effectivement à étudier cette question et à mettre en évidence qu'en fait une Europe de régions ce n'est pas possible, tout simplement parce que le niveau de souveraineté selon les régions des différents pays de l'Union européenne est totalement différent. C'est-à-dire qu'il y a des régions qui exercent une souveraineté réelle, c'est le cas des Länder allemands. Hein. Il y a des régions qui ont des souverainetés limitées, on veut dire, puis il y a des régions qui n'ont aucune souveraineté, qui ont été créées d'ailleurs récemment, souvent pour appliquer la politique de cohésion. Donc en fait, qu'on le veuille ou non, alors on peut être contre, on peut être pour, mais on est obligé de constater que l'Union européenne, c'est une union d'États. Et ce sont bien les États qui ont le pouvoir. Pouvoir chez eux, pouvoir au Conseil européen, donc un pouvoir absolument colossal. Donc la question que vous posez, c'est est-ce que les États ont encore du pouvoir? Non, c'est pas la question que je pose. La question que je pose, c'est dans une utopie idéale. Alors, qu'est-ce qui serait souhaitable de laisser au niveau des États? Est-ce qu'il serait souhaitable de laisser quelque chose au niveau des États? Je ne parle pas de la réalité, vous voyez, je parle de mais les États la répartition idéale en termes d'efficacité. Leur histoire et leur culture. Je rappelle que pour être citoyen européen, il faut être citoyen d'un des États de l'Union européenne. C'est-à-dire qu'il ne faut pas être venu de nulle part. Il faut avoir sa propre réalité historique et géographique. Donc même si, même si les États-Unis, l'Union européenne devenait des États-Unis d'Europe, à l'exemple des États-Unis d'Amérique, ça ne supprimerait pas les États pour autant, puisque la logique de la subsidiarité supposerait de maintenir l'existence des États qui ont leur propre rôle, ne serait-ce qu'au point de vue de la représentation électorale. D'ailleurs, vous avez évoqué la question de fiscalité. Là aussi, moi, je trouve qu'il y a un peu un mythe sur l'idée de dire il suffirait d'aligner la fiscalité au même niveau dans tous les pays de l'Union européenne. Ne vous inquiétez pas, vous pouvez être pour ou contre, ça ne se fera jamais. Pourquoi ça ne se fera jamais? Mais regardez ce qui se passe aux États-Unis. Est-ce que la fiscalité est unique aux États-Unis? Mais elle est extrêmement différente selon les États. Mais pas besoin d'aller si loin. Allez en Suisse. Est-ce que les Suisses ont une fiscalité unique dans les 26 cantons? Absolument pas. Alors qu'il y ait des éléments d'harmonisation de fiscalité, bien sûr, mais penser, faire rêver les Européens à quelque chose qui n'arrivera jamais, ça me paraît effectivement une très mauvaise idée. Oui. D'abord, ce n'est pas du tout, à mon avis, l'utopie européenne de transférer tous les États vers l'Europe. Ce n'est pas quelque chose que je peux imaginer. Je ne vois pas ça comme utopie et je ne connais personne qui peut imaginer ça. En effet, ce qui est dans la compétence de l'Union européenne,
sont ceux qui sont nécessaires ou ont été considérés nécessaires par les États. Les compétences exclusives de l'Union européenne, la monnaie unique. On ne peut pas avoir la monnaie unique et avoir des États avec leur propre monnaie. On a comment dire, le trade. Accords commerciaux. Oui, accords commerciaux avec les pays tiers. On ne peut pas avoir l'Europe qui fait ça et des pays qui font ça aussi. Donc, sont purement nécessités, c'est-à-dire l'application de la subsidiarité. D'autres compétences sont partagées. Et ce n'est pas tout ou rien. Ça, il ne faut pas oublier. Quand on parle de ce que l'Europe agit dans un domaine, on pense que l'Europe monopolise. Ce n'est pas du tout le cas. Pour la plupart des compétences, l'Europe ne monopolise rien du tout. L'Europe fait souvent une légère coordination, parfois une coordination seulement qui est nécessaire pour garantir la sécurité des produits ou la sécurité du marché unique. Mais c'est le minimum nécessaire. On laisse aux États la plupart des décisions et aux régions quand il est plus approprié pour les régions de prendre des décisions. Donc c'est vraiment, on est très très loin et on ne cherche pas à fermenter par le passage du temps. Peut-être ça c'est le malentendu qui donne beaucoup de mauvaises impressions de l'Europe. Ce n'est pas l'objectif, ce n'est pas le but. C'est seulement quand on se met ensemble à 28 pays, on décide que ça serait vraiment nécessaire pour achever cet objectif qu'on a décidé ensemble, parce que sinon, on ne peut pas le faire seuls les États. C'est ça qu'on considère que c'est une bonne chose pour le citoyen, pour le bénéfice de tout le monde. Et juste pour dire à la souveraineté, je suis très souverain aussi. Je suis très irlandais, je suis marié avec une Irlandaise, j'ai 3 enfants, tous nés à Bruxelles, plus irlandais que moi, mais très très européens. C'est magnifique. Ils parlent français mieux que moi, ils n'ont pas mon accent, mais ils sont super irlandais. Il ne faut pas penser que c'est une concurrence, c'est les deux choses ensemble. Ils apprennent le gaélique à l'école. Voilà. Oui. Bien sûr, bien sûr. Un mot, et puis on repasse la parole à la salle, et puis on va bientôt conclure. Donc on va avancer très vite, s'il vous plaît. Oui, un mot. Et je suis tout à fait d'accord avec la différenciation entre une souveraineté formelle et une souveraineté réelle. Hein? Il y a quelques-uns qui peuvent formellement être très souverains, mais dans la réalité ne sont pas du tout souverains. Et évidemment, disons, le partage de souveraineté, on doit le faire à partir volontairement et à partir de la liberté, parce que je veux. Hein. On ne peut pas imposer. Hein. Mais de ce point de vue-là, je crois que les États-nations qui gardent la souveraineté originaire, ça c'est très important, parce que, disons, ils délèguent une certaine souveraineté à Bruxelles. Hein. Délèguent, aussi bien en région, mais disons, ils peuvent les récupérer. Hein. Donc, disons que voilà, les États gardent cette souveraineté originale, que c'est réversible. Et bon, comme je suis très discipliné, je vais finir, mais je vais dire un mot sur le Pays basque. Hein, parce que non, tout simplement, nous sommes un peuple évidemment un peuple petit, fier de nos traditions, de notre langue, et sont pourtant un peuple ouvert, je crois que cosmopolite, qui veut donner le mieux de soi-même à l'Europe et au monde, veut pas, comme disait Gandhi, être brisé par d'autres cultures. Et en ce qui concerne l'Europe, nous sommes le meilleur allié d'une Europe forte et solide. Pourquoi? Parce que moi, au Pays basque, même si on est déjà 35 ans au gouvernement et aux différents gouvernements, moi je ne veux pas une monnaie basque. Moi je ne veux pas une armée basque. Moi je ne veux pas gérer, disons, les frontières. Non, je ne veux pas les frontières. Et s'il faut gérer les frontières, qu'il les fasse l'Europe. Moi je ne veux pas une politique étrangère. Disons dans le sens classique. Je veux que toutes ces tâches le fassent l'Europe pour nous protéger en tant que citoyens, dans mon cas, basque et européen. Merci. Alors, on va prendre... Très bien.
Vous avez l'appui de toute la Champagne. Alors, il nous reste 1, 2 ou 3 questions. Je vais vous demander d'être bref et les réponses seront aussi brèves. Je vais tâcher d'être bref, Monsieur Beaupuy, mais vous le savez très bavard. Hein. Alors, je vais tâcher d'aller très très vite. Je suis très sensible aux propos qu'a tenu notre ami irlandais et notre ami... Je m'exprime comme ça parce que je n'ai pas tout compris vos titres, Monsieur le député du Pays Basque et Monsieur irlandais. Vos deux pays, je les connais bien et c'est merveilleux de savoir que nous sommes dans la même entité qu'est l'Europe. Mais voilà, cette entité, elle n'est pas, pour moi, complètement définie. Et je me permets de vous dire qu'on a parlé d'économie, on a parlé de banque, on a parlé d'euros, on n'a pas parlé de l'humain dans tout cela. Et moi, je voudrais vous parler un tout petit peu, et ma question elle est là-dessus, du couple citoyen-superficie. Pourquoi? Parce que dans le principe de subsidiarité, on fait comme si tout était égal par ailleurs. Or, le Pays Basque est une entité qui a son autonomie, qui a un gouvernement depuis 35 ans pour une population, excusez-moi de vous demander, combien d'habitants? 2 millions d'habitants. Et là, nous avons une autonomie. Je vous prends l'Île-de-France, qui est une région avec 10 ou 12 millions d'habitants. Je demande à M. Beaupuy, ce n'est pas un État. Ils n'ont pas l'entière autonomie sur ce qui est régalien. Je rentre d'un pays que vous connaissez bien, M. Beaupuy, je pense, c'est Malte. Ce pays est un État. Ce pays est membre de l'Union européenne. Ce pays a 1250 habitants au kilomètre carré. C'est-à-dire que si je fais le produit de sa superficie, avec son nombre d'habitants, j'arrive au niveau de la Suède. Car en Suède, il y a très peu d'habitants au kilomètre carré. Or, le principe de subsidiarité doit, à mon sens, trouver des échelles extraordinairement différentes, selon qu'on se trouve à Malte et qu'on se trouve en Suède. De mon point de vue, maintenant, si je me situe simplement en France, je vais en Franche-Comté. Le litre de lait est à 47 centimes à l'heure où je vous parle. Il est à 28 centimes en Bretagne à l'heure où je vous parle. Ça crée des frictions. Mais l'organisation de la Franche-Comté, dans le lait, se fait autour des coopératives agricoles. Le comté, ça ne se fait pas en Bretagne. Il passe dans des filières qui vont à la grande distribution. Je simplifie, bien entendu. Donc encore une différence. Maintenant, je voudrais vous en donner une autre qui m'a frappé dans mes périples européens. En Grèce, en Hollande, lorsque je m'y suis rendu avant le dernier référendum, ils votaient tous non. Et ma question, moi qui votais oui, je me trahis. Je dis, mais pourquoi? Parce que l'axe Grèce et Hollande, l'axe Bonn-Paris nous humilie en permanence. C'est le pouvoir des deux grandes nations sur les petits peuples. Voilà ce que j'entends. Je vous le rapporte. C'est tout. Et je vous le dis, c'est ce que j'ai constaté. Donc, quand on veut aller vers une identité européenne, on sait que le confédéralisme de type suisse, effectivement, peut-on l'extrapoler à l'Europe? Oui ou non? Je ne sais rien. Je ne peux pas vous le dire. J'ai vécu en Suisse, puisque c'est mon pays un petit peu d'origine par une branche de ma famille. Pour moi, vivre en Suisse, c'est pas le meilleur pour moi. Je m'embête en Suisse. Et j'arrête. Etc. Je m'arrête. Ce que je voulais simplement vous dire, c'est que si l'on veut une identité européenne, il faudra bien qu'un jour ou l'autre, le Parlement européen s'érige en assemblée constituante. Bien. Alors, autre personne qui voulait intervenir? Oui, allez-y. Oui, donc... parlez près du micro, Chloé. C'est très, très intéressant ce que j'entends là ce soir. Je suis venue justement pour m'enrichir un petit peu. Et comme il va y avoir les élections, savoir pour qui on va voter. Voilà, donc apparemment, l'Europe, elle est souffrante. Donc il faudrait rechercher les causes pour essayer de la guérir. Alors, je voudrais savoir, lorsqu'on élit un député, on devrait pouvoir connaître un petit peu le pouvoir qu'il a une fois élu et qui va se présenter à l'Europe, puisque l'Europe, d'après ce que je comprends, c'est des députés qui sont élus dans les différents pays et qui se retrouvent tous là. Donc, les pouvoirs, quelles sont les capacités? Donc, les députés, j'ai entendu que
la vision, elle vient du local. Alors, donc il faudrait qu'il soit animateur, qu'il ait beaucoup de capacités, qu'il arrive avec une vision, donc du local, et qu'il soit un bon communicant, et qu'il soit à la fois subsidiaire, enfin je sais pas si oui, qu'il soit un petit peu et aussi pragmatique. Donc est-ce que dans l'élection qu'on va voir dans 83 jours, est-ce qu'on va trouver des députés, des futurs députés qui vont être à la hauteur pour pouvoir justement essayer d'apporter le remède à notre Europe? Est-ce que si vous pouvez, enfin je sais pas, c'est ma question. Enfin je me pose des questions et j'aimerais bien que ce soit éclaircir dans. Voilà. Merci. Est-ce qu'il y a encore une dernière demande d'intervention? Non, on va bientôt clore. Ah oui, voilà. Et puis on va arrêter là et on va faire les réponses pour conclure. On peut passer, merci. Merci. Moi, je voudrais poser une question peut-être au directeur des programmes qui nous reçoit aujourd'hui. J'étais persuadée, en arrivant ici, de trouver une nuée d'étudiants. Et moi, quand j'avais 20 ans et que j'étais étudiante, l'Europe, c'était un projet extraordinairement passionnant et enthousiasmant. Pour mes enfants qui ont entre 30 et 40 ans maintenant, quand ils avaient 20 ans aussi. Et est-ce que pour les jeunes qui ont 20 ans aujourd'hui, que représente l'Europe, étrangers ou français? Est-ce que ça les intéresse tout simplement? Et c'est une question grave, il me semble. Très bien, merci. Eh bien, on va conclure. Allez-y, monsieur. Merci beaucoup pour votre question. Alors, comme vous l'avez remarqué, il n'y a aucun étudiant dans la salle pour venir répondre au nom du corps étudiant. Ce qui ne veut pas dire qu'il ne s'y intéresse pas, parce qu'il l'étudie beaucoup. Et tout simplement, nos étudiants ont une très fâcheuse tendance à ne venir qu'aux événements qu'ils organisent eux-mêmes, et non pas l'administration ou des organisations tierces. Et par ailleurs, ils organisent à peu près 3 à 4 événements par soir, ce qui fait qu'ils se diluent totalement les uns dans les autres, et on s'efforce beaucoup de leur apprendre un petit peu de raison, enfin une forme de fragmentation là en ce moment. On a 1000 étudiants présents en ce moment, et on a 75 associations étudiantes qui sont en activité permanente, donc en gros on a du mal à les faire venir à des événements. Alors c'est d'ailleurs un trait caractéristique de cette génération-là, c'est qu'ils ont tendance à ne se faire confiance qu'à eux-mêmes, ce qui est assez paradoxal. Quand nous on est dans un discours d'autorité, il faut qu'ils en quelque sorte approuvent ce que vous leur dites, y compris l'autorité scientifique du moment. Donc c'est intéressant, parce que tout ça est contrebalancé par des principes de générosité, d'engagement, d'activité qui sont aussi très, très charmants par moment. Donc voilà, alors nous, l'Europe, c'est une réalité pour eux. Alors ici, on a 95 nationalités diplômantes, dont les 28 de l'Union européenne. Donc nos étudiants ne sont pas seulement français, et ils ne sont pas seulement européens, on en a du monde entier. Après, les Européens se reconnaissent quand même assez vite comme tels. Et pour eux, pour les Européens parmi nos étudiants, l'Europe est une réalité immédiate. C'est-à-dire que ce n'est pas un horizon pour demain, c'est la réalité d'aujourd'hui. Ils sont très très consommateurs de l'espace Schengen, ils sont très consommateurs de l'euro, ils sont hyper heureux depuis qu'il n'y a plus de roaming sur leur téléphone portable, et qu'ils peuvent utiliser les téléphones n'importe où en Europe. Et c'est une réalité. Alors par exemple, j'ai une étudiante qui arrive avec une adresse personnelle .de, donc Deutschland, qui s'adresse à moi dans mon cours, qui parle un français absolument parfait, et je la vois dans mes listings arriver d'une université britannique. Alors je lui dis franchement votre français est parfait. Elle me dit je suis française, j'habite près de la frontière du Luxembourg, en fait je me suis inscrit à la fac en Allemagne et je suis en échange depuis ma fac anglaise dans une université française. Bon, alors à la fin on ne sait vraiment plus les localiser. Eux-mêmes, ça leur pose aucun problème.
où récemment j'ai eu des étudiants qui sont en 3e année, donc ils sont forcément à l'étranger en 3e année, et on avait une étudiante qui était au Danemark, une autre au Royaume-Uni, une autre en Allemagne, et elles ont découvert que le billet d'avion le moins cher pour se retrouver, c'était le Portugal. Donc ils ont décidé de se faire leur rencontre ce mois-là au Portugal, parce qu'avec EasyJet, etc., ça coûtait moins cher que même de revenir à Reims, leur campus d'origine. Donc ça, c'est des effets, si vous voulez, qui sont des effets immédiats. Ils ont une inquiétude très forte. Ils ne la comprennent pas si bien que ça, l'Europe non plus. On leur a pas beaucoup enseigné quand même dans les premiers cycles, enfin dans les cycles de l'éducation nationale ou équivalents. Ils la vivent, ils l'éprouvent, ils ont envie de la défendre. Ils sont assez européistes, mais d'une forme assez abstraite et assez idéaliste. Donc je crois que là aussi, il y a des enjeux très très forts du côté de l'université de réussir à recadrer tout ça dans des programmes. Et Erasmus est un trésor européen, enfin franchement immédiat pour nous tous. Il faut le préserver, il y a eu quelques petites tensions, bon là on a décidé. Je pense que voilà, le jour où Erasmus s'effondre ou est arrêté, ça sera un des marqueurs profonds là, d'une crise institutionnelle énorme. Voilà, non, il faut pas. Enfin voilà, et je pense pas que ça va le faire. Ce qui est un bon signe tant qu'Erasmus tient, ça veut aussi dire qu'il y a quand même un résidu, un fondement d'Europe qui sera pas attaqué. Merci. Est-ce que vous voulez dire un mot par rapport à ce qui a été dit rapidement? Merci. Oui, d'une façon télégraphique, je suis tout à fait d'accord. Et il faut approfondir dans le concept de la citoyenneté européenne. Et pour, si j'ai bien compris, vous êtes maltais, de la Malte, non? Ah, vous avez été à Malte. Bon, j'aimerais bien être la Malte, hein, pour avoir un siège au Conseil des ministres, Conseil européen et tout ça. Voilà. Et oui, c'est vrai, disons, la crise économique que nous avons vécue, dont les effets encore n'ont pas disparu, je crois qu'elle a provoqué une faute, un manque de diagnostic commun. Et disons, une espèce de division entre le Nord et le Sud. Et s'il n'y a pas un diagnostic commun, c'est très difficile de pouvoir accorder toute une série de mesures en commun. Et je crois que cette blessure, ou cette cicatrice, nous devons la surmonter. Et voilà, le Parlement européen, depuis 1979, c'est au suffrage direct universel. Avant, ce n'était pas le cas. Donc je crois qu'il y a une légitimité démocratique très importante. Et bon, on verra chaque parti, chaque eurodéputé, qu'est-ce qu'il, disons, peut proposer. Mais disons que c'était l'institution, une des institutions, l'institution qui devrait être les plus européennes des institutions, si on peut parler comme ça. Oui, juste très brièvement de dire que je suis d'accord, c'est quelqu'un qui a dit qu'il faut focaliser en Europe sur des questions qui sont très visibles pour les citoyens, très, très tangibles. Et je crois qu'Erasmus, c'est certainement une des choses qui a été un énorme succès et l'Union européenne a déjà engagé à même augmenter l'argent qui est programmé pour Erasmus, et ça c'est très positif. Mais je crois que l'Union européenne a été très mauvais à vendre des choses positives qu'il a mis en œuvre. Par exemple, l'enlèvement des frais de roaming quand on va dans un autre pays avec le GSM. C'était un développement magnifique, mais très peu vendu comme un bénéfice européen. Pour les jeunes, oui, c'est compliqué à communiquer avec les jeunes. C'est vraiment, ils ont un autre système maintenant. Ça, c'est tous les social media, tous les réseaux online que nous c'est très difficile à entrer et aussi à distinguer entre de l'information qui est vraie et qui n'est pas vraie. De fausses informations, c'est un peu partout. Mais je dois dire, j'étais très conforté quand j'ai vu des chiffres après le vote du Brexit en Angleterre, en Royaume-Uni. Il y avait un sondage en Irlande sur quel pourcentage de personnes étaient en faveur de l'Union européenne. Le moyen était 85%. C'est le plus haut de l'Europe, 85%. On a vu tout de suite le bénéfice pour les Irlandais d'être avec l'Europe que d'être isolés. Le chiffre pour les jeunes était à 92%. J'ai jamais vu un sondage avec un chiffre comme ça. Mais 92% des jeunes en Irlande sont pro-européens. Et les chiffres sont aussi, pas aussi hauts, mais sont en général plus hauts que le moyen dans les jeunes. Et c'est dommage que même si le Brexit avait été plus tard,
juste avec le passage de temps, ça aurait été voté positivement à cause des jeunes qui auraient le droit de vote. C'est dommage. Écoutez, nous arrivons à, malheureusement, l'heure tourne. On va devoir conclure. Oui, on avait vu qu'au niveau de vos étudiants, mais il y a les problèmes de salle, etc. Il fallait qu'on fasse. Et effectivement, ils ont plein d'activités. Et nos jeunes Européens de Sciences Po qui sont membres de notre mouvement s'excusent très fort. Il y en a un qui est passé tout à l'heure rapidement, mais bon. Alors, donc, cette réunion que l'on va conclure grâce à la participation de Sciences Po et du mouvement européen, et surtout le fait, et grâce à l'IED, l'Institut européen démocrate, qui dépend du PDE, qui est financé essentiellement par le Parlement européen à 90%, comme les autres instituts, pour la raison suivante, c'est qu'il faut faire des réunions de recherche, comme on a fait cet après-midi à huis clos, non pas parce qu'il y avait des secrets, mais parce qu'on essaie de travailler, et on va produire, avec nos collaboratrices qui sont présentes bientôt, des conclusions sur ce sujet, comme il y en a eu sur d'autres sujets, sur le populisme, sur l'économie, sur le social, sur la défense, etc. Et donc, c'est grâce à ces travaux de l'IED que nous pouvons progressivement essayer de mieux informer. Il est évident que dans cette période des quelques semaines qui nous séparent du 26 mai, il va falloir multiplier les occasions d'informer. Parce que Bertrand qui est là, on en parlait c'était jeudi soir, j'avais une réunion avec Annie dans un collège mardi, on nous repose toujours les questions extrêmement basiques qui montrent que l'Europe n'est tout simplement pas connue dans son fonctionnement. Et comme Clorida disait, au niveau de nos députés européens, qu'est-ce qu'ils font, d'où ils viennent, qu'est-ce qu'ils vont faire, on ne sait pas. Alors, ce que je voudrais vous dire, et je vous enverrai un message dans les jours qui viennent à ce sujet, c'est qu'il y a des sites Internet qui sont remarquables, où vous saurez qui, à Reims, dans la Marne, à Châlons, etc., touche comme millions d'euros dans la Marne, millions d'euros de fonds européens dont personne ne parle. Vous saurez ce qu'au niveau des étudiants Erasmus, dont on a doublé le budget, etc. Donc simplement, il faut que nous-mêmes, on fasse l'effort d'aller sur ces sites Internet du mouvement européen, de la Commission, de l'Europe, etc., pour avoir l'info, et puis le faire savoir autour de nous. Enfin, sachez qu'au niveau, puisque l'IED agit au niveau européen, Sciences Po Reims agit au niveau de Reims, mais nous, Mouvement Européen Marne, avec plusieurs personnes dans cette salle, nous agissons au niveau de la Marne, et que nous sommes à votre disposition si vous voulez de nouvelles conférences dans les jours et semaines qui viennent, pour vous expliquer les principes de base de l'organisation européenne et évidemment des élections du Parlement européen. En votre nom, je remercie évidemment à nouveau l'IED d'avoir organisé la manifestation. Je remercie très très fort nos trois intervenants qui tout à l'heure au cours des réunions entre nous nous ont apporté. Alors, ça n'a pas été possible, je les ai frustrés, je leur ai dit, écoutez, vous êtes arrivés avec des dizaines de diapos, des documents, etc. Mais nous les ont remis, on va essayer de faire au mieux pour faire la synthèse. Soyez chaleureusement remerciés pour ce que vous avez apporté, félicitez pour votre travail et tous nos encouragements pour que vous continuiez parce qu'on a besoin de vous. Merci encore. Bonne fin de soirée.